Cet épisode est divisé en plusieurs parties. Si vous n'avez pas vu les parties précédentes, je vous conseille de les voir pour une compréhension totale. Pour ne pas manquer la suite, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur Twitter, Facebook et Instagram. Je vous souhaite un bon visionnage. Entre les magnifiques paysages du désert américain et les histoires de cow-boys avec lesquelles nous avons grandi, il est difficile de ne pas être fasciné par le folklore de la conquête de l'Ouest. Entre vérités historiques et légendes urbaines, saupoudrées par beaucoup de stéréotypes, il est difficile d'imaginer à quoi ressemblait vraiment le Far West. Aujourd'hui, préparez-vous pour un grand voyage à travers le temps, mais surtout à travers les grands espaces américains. Partons ensemble des siècles en arrière, à la découverte de ce que l'on appelle plus communément The American Frontier, la frontière américaine. Alors que la ruée vers l'or en Californie est sans aucun doute la période la plus célèbre de la conquête de l'Ouest, elle a en réalité duré que quelques années. Elle a cependant une importance cruciale, puisqu'elle a apporté des centaines de milliers de nouveaux habitants dans ce nouvel état qu'est la Californie. On peut aussi ajouter l'Utah, que je n'ai pas mentionné, dans lequel beaucoup de Mormons ont migré pour vivre librement autour du Grand Lac Salé. À cause de l'aridité de la région, la plupart des migrants contournaient la zone. Ils pouvaient donc vivre seuls, coupés du monde et réussir économiquement grâce à leurs techniques agricoles modernes. Pendant la ruée vers l'or, Salt Lake City a pu prospérer en approvisionnant grandement la Californie. Mais si les deux côtes sont maintenant peuplées et représentent le nouveau monde, le reste du pays est encore relativement vierge. Enfin, façon de parler, car bien évidemment, même si beaucoup de terres n'avaient pas encore été colonisées, elles étaient tout de même habitées. C'est pourquoi ce que l'on appelle le génocide amérindien ne faisait que de commencer. Si vous vous souvenez bien, le gouvernement américain avait décidé en 1834 que toute terre située à l'ouest du Mississippi était un territoire indien. Avec la ruée vers l'or, vous vous en doutez bien, cela n'a absolument pas été respecté. Les simples passages de colons par les terres amérindiennes ont presque éteint certaines tribus à cause des épidémies de variole. En 1850 donc, un an après le début de la ruée vers l'or, des traités rendent légaux ces passages par les territoires amérindiens et autorisent la construction de routes plus sécurisées. Contre quoi, les tribus seraient indemnisées pendant 10 ans. C'est le traité de Fort Laramie. Si l'on imagine souvent l'Ouest comme étant un endroit libre sans loi, c'est surtout car l'État contrôlait peu ses terres et les colons faisaient un peu ce qu'ils voulaient. C'est pour cette raison que la Californie et l'Oregon ont été peuplés très vite, illégalement donc puisque ces territoires n'étaient pas régulés et étaient censés appartenir aux Amérindiens. Sans négociation de la part du gouvernement, c'était souvent à coups de fusil que les colons obtenaient des terres des autochtones. Beaucoup de conflits avaient lieu, et si les westerns aiment nous montrer les Amérindiens comme des sauvages qui attaquent les blancs, ça n'arrivait pratiquement jamais. Bien sûr, des raids avaient parfois lieu, notamment car ils voulaient protéger leurs terres ou alors par vengeance. Mais quand ça arrivait, la réponse était totalement démesurée, et des villages entiers étaient détruits par les Américains. C'est donc clair. Les tentatives du gouvernement pour protéger les terres indiennes ont été inutiles. Ils essaient donc de penser une nouvelle stratégie. Plutôt que de les chasser, essayer d'incorporer les autochtones dans la société américaine. En gros, complètement ignorer leurs traditions pour leur imposer de nouvelles. Après tout, je rappelle le concept de la destinée manifeste, laissant que Dieu leur avait demandé de peupler l'Ouest et civiliser les habitants. Le gouvernement prévoit tout de même des réserves indiennes pour protéger au minimum leur culture et leur laisser des terres, mais même si l'idée peut sembler bonne, vous doutez bien qu'en pratique, cela ne sera pas du tout équitable. En plus, beaucoup de tribus sont nomades, leur demander de rester enfermés dans des réserves va complètement contre leur mode de vie. Cela n'est que le début bien sûr, puisque les Américains voulaient à tout prix se débarrasser de la culture amérindienne. Une des solutions pour ça a été la mise en place d'internats pour jeunes Amérindiens dans les années 1860. Là-bas, les enfants avaient été séparés de leur famille, souvent par force, pour apprendre la culture américaine et s'intégrer dans la société. Il leur était interdit de parler leur langue d'origine, on leur demandait de porter les mêmes vêtements que les Américains et de changer leur coupe de cheveux, et des méthodes militaires strictes étaient utilisées pour les américaniser, devenir chrétiens et se détacher de leur culture. Cette pratique a duré pendant des décennies. Pendant ce temps, l'Ouest lointain continuait à attirer les colons. C'est généralement les mines qui les appelaient. En effet, la ruée de Californie n'était que la première d'une longue série de ruées.
Des découvertes d'or puis d'argent dans le Nevada dans les années 1860 ont contribué à la fondation de nouvelles villes minières, et cela continue au fil du temps dans le Dakota du Sud, le Colorado, le Nouveau-Mexique, le Montana, l'Idaho ou encore l'Arizona, attirant des dizaines de milliers de personnes. Comme en Californie, cela ne dure généralement qu'un court temps, et les mineurs deviennent généralement employés dans les mines plus industrielles, puisque l'or ou l'argent se font plus rares, rendant certaines villes de ces États prospères assez rapidement. En 1861, la guerre de sécession débute officiellement. En réalité, l'Ouest a un rôle assez important dans le déclenchement de cette guerre, car chaque nouveau territoire devait décider sur sa politique sur l'esclavage, ce qui causa de nombreux conflits. Je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet, une vidéo est sortie et je vous recommande vivement de la voir pour comprendre. Après la fin de la guerre de sécession, le Nord est prospère et décide d'investir massivement dans les territoires de l'Ouest pour les développer et continuer la conquête. Mais pendant la guerre, l'Ouest n'était pas à l'arrêt, loin de là. En effet, depuis longtemps, alors que le train est une des plus grandes innovations de l'époque, le gouvernement réfléchit à construire un chemin de fer pouvant relier l'Est et l'Ouest. Après plusieurs années passées à décider de l'emplacement du chemin de fer, le Congrès décide d'installer les terminus à Omaha dans le Nebraska et Sacramento en Californie. C'est en fait seulement en 1862, après le début de la guerre, que le projet est approuvé au Congrès et signé par Abraham Lincoln, car les sudistes faisaient barrière demandant à ce que la voie passe par le sud. Après la sécession, cela n'était plus un problème. La construction démarre des deux extrémités, et deux entreprises seront alors créées, financées principalement par l'État. La Central Pacific, qui se chargera de la construction à l'ouest, et l'Union Pacific dans le Midwest. Bien évidemment, ce sera une opération très lucrative pour les businessmen qui seront en charge de ces entreprises et profiteront des subventions de l'État. À l'est, la plupart des ouvriers étaient des immigrés irlandais et des soldats de la guerre de sécession qui avaient été libérés de leurs fonctions. À l'ouest, il était difficile de trouver des ouvriers car la majorité des immigrés européens travaillaient dans les mines ou étaient agriculteurs. Dû aux très faibles réponses d'ouvriers blancs aux offres d'emploi, la Central Pacific était désespérée et commença alors à engager quelques Chinois qui avaient immigré pendant la ruée vers l'or, souvent pour fuir la pauvreté et la guerre. Si le racisme poussait de nombreux exécutifs à penser que les Chinois étaient trop faibles pour ce travail, les premiers employés se sont avérés très efficaces et travailleurs, ce qui poussa l'entreprise à employer massivement d'autres Chinois, parfois en les recrutant directement en Chine. Tout au long de la construction, entre 15 et 20 000 ouvriers chinois ont travaillé sur les chemins de fer, une grande majorité puisqu'ils composaient 90% des travailleurs à l'ouest. Pourtant, souvent oubliés dans l'histoire. C'était à l'époque très controversé, évidemment. Les Chinois étaient vus comme une race inférieure, et cette immigration massive a créé de nombreuses discriminations. Ils étaient alors chargés de faire le travail le plus difficile, comme creuser des tunnels à la main dans les montagnes de la Sierra Nevada. À l'époque, très peu de machines ou d'animaux pouvaient assister les ouvriers. Imaginez un peu la difficulté pour poser des rails traversant des montagnes dont les sommets dépassent 4000 mètres, tout en faisant face aux tempêtes de neige. Certains ouvriers sont morts sur le chantier, emportés dans les avalanches, brûlés dans les explosions ou morts de déshydratation dans le désert en été. Malgré les difficultés, ils étaient moins bien payés que les Blancs et n'étaient pas nourris et étaient même parfois maltraités physiquement par leurs supérieurs. Ces conditions inhumaines ont mené à une grève d'une semaine en 1867 qui a mené à de conditions légèrement meilleures. Dans la période la plus productive, 16 km de voies ferrées a été construits chaque jour. Alors que les ouvriers avançaient, des petites villes se créaient autour de la voie ferrée. Ici, les ouvriers terminaient leur journée épuisante avec de l'alcool, des jeux d'argent ou de la prostitution, ce qui continua à faire perdurer le mythe du Wild West. Le 10 mai 1869, les travaux se terminent quand les rails se rejoignent dans le nord de l'Utah. La fin du chantier est alors annoncée au reste du pays avec un télégramme, un jour historique. Pour l'anecdote, le dernier clou de la voie ferrée était en or, on l'appelle le Golden Spike, et une grande cérémonie a eu lieu pour fêter tout ça, probablement la première cérémonie de l'histoire à être autant médiatisée. Ce jour était un réel symbole, l'Est était enfin connecté à l'Ouest et le pays était alors officiellement uni. Car en plus d'être une prouesse technique, le chemin de fer transcontinental est un marqueur historique dans la construction des États-Unis. Le train participa grandement à la conquête de l'Ouest, puisque le voyage qui prenait auparavant 6 mois prenait désormais seulement 6 jours.
Il rendait donc l'immigration bien plus facile et beaucoup moins chère, et des familles entières pouvaient s'y installer, ce qui était assez rare au début de la colonisation. L'augmentation des femmes et des enfants pousse alors à la construction d'écoles et d'églises, ce qui permettra de civiliser les villes de l'Ouest davantage. Bien sûr, la voie ferrée permet aussi de transporter de nombreuses marchandises, ce qui fera développer le commerce et aida la côte ouest à se développer. Imaginez un peu, jusqu'alors, les migrants vers l'ouest devaient marcher pendant des semaines et transporter toutes leurs affaires dans des charrettes. Ils n'étaient même pas sûrs d'arriver en vie. Maintenant, il suffisait d'embarquer dans le train et vous arriviez en quelques jours. L'ouest lointain était donc plus proche que jamais, et la Californie, autrefois isolée, a pu rapidement devenir une force économique et politique. Mais bien évidemment, si cela pouvait sembler majoritairement positif à l'époque, c'était comme chaque avancée des colons un désastre pour l'environnement et les tribus amérindiennes. Vous en doutez bien, la plupart des terres sur lesquelles ont été construites ces rails n'étaient pas désertes. Les terres amérindiennes, y compris celles qui étaient censées être protégées, sont devenues des lieux de construction, ayant mené à de nombreux conflits de la part des Amérindiens qui ont attaqué des ouvriers, mais aussi de la part des Américains qui ont envoyé l'armée de nombreuses fois pour détruire des camps entiers et en général sans merci. On parle d'ailleurs souvent de massacres. On peut ajouter à ces tragédies les dizaines de millions de bisons qui ont été exterminés, menant presque à l'extinction de l'espèce. Pendant la construction d'abord, puisque des milliers ont été chassés pour nourrir les ouvriers. Mais c'est après l'inauguration de la ligne que des milliers de chasseurs se sont rendus vers l'ouest pour le simple loisir de chasser des bisons. Souvent pas pour les manger ou pour s'habiller comme le faisaient les Amérindiens et les trappeurs, mais comme une activité sportive. Ces animaux étaient la source principale d'alimentation des Amérindiens, qui ont été menés à la famine, tout en regardant avec horreur leurs terres remplies de carcasses de bisons. Pour les survivants, ils furent forcés à migrer dans des réserves, dans lesquelles ils pouvaient vivre confinés et en sécurité, mais bien souvent dans des conditions déplorables. Pour les Amérindiens donc, la voie ferrée n'était pas symbole du progrès comme le voyaient les colons, mais de destruction. Ainsi, pendant que l'Est vivait la guerre la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis, l'Ouest n'a pas cessé de se développer. Si la construction de la voie transcontinentale a été un événement marquant du mandat de Lincoln pour la conquête de l'Ouest, on peut aussi noter le Homestead Act, voté par le Congrès en 1862. Cette loi a permis de peupler l'Ouest par des millions d'Européens pendant plusieurs décennies et est cruciale dans le développement des États-Unis. Je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine et dernière partie de cet épisode sur la conquête de l'Ouest, et je vous conseille de vous abonner, d'activer la cloche et de me suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer. A très bientôt pour la fin de nos aventures dans le Far West.